peux emprunter, je paye. Mais dès le moment où je décide d'activer ma marge de crédit et de l'utiliser, peut-être un 50 000, un 100 000, on s'entend que mes paiements de 1 500, 1 800, ils montent à 2 000, 2 500. Oui. C'est là où tout le problème commence à arriver. Bonne chance à toi si le premier investissement que tu utilises pour le faire est un investissement gagnant. Parce que sinon, tu viens de t'endetter en fait quasiment pour 25 ans. Bienvenue au Canada, bienvenue à Montréal, pays d'opportunités et pays du wokisme, pays donc des contradictions. Je suis là pour une série de jours et je profite de l'opportunité pour pouvoir discuter avec des Africains, des personnes qui sont venues immigrer au Canada pour qu'elles nous partagent leurs ressentis réels, sans filtre, sans tabou. Est-ce qu'on fait vraiment de l'argent au Canada? Qu'on se dise la vérité. Si oui, pourquoi on a quand même des Africains ici qui sont brocs? Qu'est-ce qui se passe? Et puis de l'autre côté, quelle est la réelle qualité de vie qu'il y a ici? On entend dire beaucoup de choses au sujet du wokisme au Canada. Quand on est africain, on sait que ça gêne. Mais comment on fait pour s'accommoder à ça? Je leur pose des questions donc sans tabou, sans langue de bois, et ils se prêtent à l'exercice. Vous nous direz bien évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, je le rappelle bien évidemment pour ceux d'entre vous qui êtes aux États-Unis, après le Canada, direction le Maryland pour notre formation le 30 novembre, au cours de laquelle je serai accompagné de mon mentor Bertrand Tchofo, avec qui nous allons discuter d'opportunités concrètes à lancer sur le continent africain. Vous devez donc absolument être là et réserver votre place. Deuxième élément important, dans la barre de description, vous avez un quiz gratuit que j'ai créé qui vous permet de déterminer en fonction de votre appétence au risque, de votre budget, quelles opportunités peuvent vous correspondre le mieux. Je vous conseille bien évidemment de faire le quiz en amont avant de venir, par exemple, à un événement comme celui qu'on fait en Amérique du Nord. Je ne vous en dis pas plus, les amis. Allons rejoindre nos invités. Let's go! Bonjour Ben. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Excellent. Donc, je me présente, c'est Ben Ouedraogo. Donc, je suis planificateur financier de métier. Donc, burkinabé d'origine, marié, père de 2 enfants. Et on va dire que j'ai eu la grâce d'avoir 2 nationalités, donc celle canadienne, en plus de ma nationalité d'origine. Très bien. Ça fait combien d'années que tu es au Canada? Bientôt 15 ans en janvier 2025. Donc, je suis arrivé au Canada en janvier 2010 pour faire mes études universitaires. D'accord. Donc, on va dire qu'en 15 ans, tu as compris un peu comment ça fonctionne au Canada. Ben, on va dire que j'ai eu mon expérience, mon parcours. Donc, c'est sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Mais oui, je pourrais donner un petit retour d'expérience en 15 années de vie au Canada, tout à fait. Tu fais quoi? Alors, tu étais planificateur, c'est ça? Exactement. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as dit dans ta fiche que il fallait nuancer un peu l'angélisme que l'on dépeint du Canada. Oui, effectivement, Philippe. Donc, je voudrais quand même saisir la balle au bon pour te dire félicitations pour cette excellente plateforme Investir au pays. Donc, tu ne sais pas à quel point ça a ouvert les yeux à beaucoup de jeunes comme moi. Donc, pendant la pandémie, je pense, ça a été la période où j'ai découvert la plateforme. Et depuis lors, ça a été une réelle transformation, en tout cas me concernant, et avec beaucoup d'amis aussi avec qui on discute. Donc, merci pour cette initiative. On l'encourage, on la félicite et on veut suivre les pas. Donc, parce que tout Africain qui vient étudier au Canada ou qui vient se chercher au Canada a un seul rêve, celui de venir s'en sortir et de pouvoir retourner pour contribuer à son continent. Donc oui, effectivement, donc, moi, ça fait depuis 15 ans bientôt que je vis au Canada. Je te dirais qu'en tant que burkinabé, ce n'était pas la première destination pour laquelle j'aurais choisi, mais on va dire que le rêve étant imprimé en moi, j'ai eu plusieurs opportunités d'aller en France, mais c'était un non catégorique pour moi. J'ai décidé d'aller au Canada parce que j'aimais beaucoup plus la mentalité nord-américaine qui me parlait beaucoup plus à ce moment-là. Donc oui, on va dire que ça fait un moment quand même, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, est dépeint très positivement au Canada et en fait qui ne traduit pas toujours la réalité? Je te dirais que premièrement, je trouve que la majorité du monde qui parle du Canada, soit c'est des personnes qui sont venues en visite au Canada, qui ont fait un court séjour au Canada, ou qui ont une situation, on va dire, qui est très édulcorée, je trouve,
parce qu'il présente les aspects positifs. Certes, le Canada est un très beau pays. Je le dirai jamais assez. Ça m'a donné une belle formation académique. Ça m'a donné une belle opportunité au niveau de la vie professionnelle. Mais il faut quand même nuancer. Nuancer notamment au niveau de la manière dont on présente la chose. On montre les aspects positifs, mais je dirais que l'aspect peut-être qui est moins mis en avant, c'est les revers que beaucoup de la communauté vivent ici quand ils arrivent premièrement, notamment au niveau de la gestion des finances personnelles. Parce que quand on arrive, c'est un système totalement différent. Donc, on ne nous apprend pas c'est quoi une carte de crédit au départ. Quand tu arrives, à la limite, j'ai suivi l'entretien que tu as eu avec Jean-Claude Kipama qui disait que oui, effectivement, en tant qu'étudiant, tu arrives le premier jour à la banque, on peut te donner une carte de crédit de 1000, 2000, 5000 dollars sans pour autant, je dirais, t'expliquer convenablement comment est-ce que cet outil-là… Tout à fait. Donc, c'est quand même, moi, je dirais… Oui, c'est une opportunité, mais c'est un grand danger. C'est comme si on mettait une Ferrari dans les mains d'un enfant qui n'a pas de permis de conduire. Donc, c'est très dangereux. Donc, dans ce sens-là, il faut quand même nuancer quand on parle des avantages, que ce soit au niveau des opportunités financières, de l'effet de levier, surtout sur le crédit. Parce que comme j'ai dit, je suis planificateur financier de profession. Donc, ça vient me toucher personnellement quand je vois qu'on met l'accent sur le crédit, mais qu'on ne parle pas beaucoup des conditions et des règles en fait du crédit, parce que sans le savoir, beaucoup de monde que moi je reçois en tout cas dans mon travail à tous les jours, on aide beaucoup de monde qui sont dans la spirale de l'endettement et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il y a comme problème avec l'effet de levier? Parce qu'on nous a fait comprendre que c'est quelque chose de magique au Canada. Oui. De pouvoir sortir l'argent d'un premier endettement que l'on a. Exact. Parce qu'on a déjà commencé à rembourser, à solder une partie du crédit. Exact. C'est génial, puisqu'avec ça, on peut aller se réendetter pour reprendre un deuxième bien et reprendre une hypothèque sur ce bien et refaire le cycle infiniment. Où est le problème? Effectivement, c'est très bien. Pour un Africain, on vient d'un continent là où l'accès au crédit n'est pas toujours évident, surtout quand on n'a pas de collatéral, on n'a pas de gage, on va dire. C'est très facile ici. Cependant, pour parler de manière concrète, on prend le produit de ce qu'on appelle la tout en un, que d'autres banques vont appeler une marge proprio. En réalité, c'est l'équité de la maison. On va dire, je prends un exemple terre à terre. J'achète une maison à 200 000 dollars, 300 000 pour être réaliste. Et peut-être 5 ans plus tard, cette maison-là vaut 500 000 dollars. Je fais 200 000 de plus-value. Fait que la banque va me prêter de l'argent, on va dire. Ils vont évaluer la valeur de ma propriété et on te donne exactement 80% de la valeur de ta maison que tu peux emprunter en ligne de crédit. Cette ligne de crédit-là comprend ton solde hypothécaire, donc la première dette que tu as contractée avec la banque. Et de ce fait-là, tu peux avoir justement 100 000, 150 000, 200 000 de limites que tu peux utiliser. Cependant, ce qu'on oublie de dire, c'est que si jamais j'utilise cet outil de crédit-là, j'ai des intérêts obligatoires, soit mensuellement que je dois rembourser, et ça donne quand même une pression au niveau de la trésorerie. Parce que quelqu'un qui, je prends un exemple tout simple, qui a 3 000 dollars, qui est quand même réaliste de revenus nets par mois au Canada, et qui a des charges hypothécaires, je sais pas moi, d'environ 1500, 1800, disons que c'est un couple qui vit ensemble, qui ont acheté leur propriété quand le marché de l'immobilier, je précise, était avant Covid, donc qui était quand même intéressant. Ben, c'est correct, je peux emprunter, je paye, mais dès le moment où je décide d'activer ma marge de crédit et de l'utiliser, peut-être un 50 000, un 100 000, on s'entend que mes paiements de 1500, 1800, peut-être ils montent à 2000, 2500. Oui. C'est là où tout le problème commence à arriver parce que ça réduit en fait ma capacité de projection dans le futur. Donc, bonne chance à toi si le premier investissement que tu utilises pour le faire est un investissement gagnant parce que sinon, tu viens de t'endetter en fait quasiment pour 25 ans. Donc, qu'il faut rembourser, les intérêts obligatoires. Et la beauté du système où on l'a poussé au maximum, c'est que ces intérêts-là sont obligatoires, mais le remboursement du capital ne l'est pas. C'est là où il y a la nuance. Ça veut dire qu'on te permet, en plus du crédit que tu viens d'avoir, de reporter indéfiniment, on va dire, jusqu'à au moins la vente de la propriété, le remboursement du capital de la marge que tu as utilisée. Il y en a qui vont décider de dire… Ce qui permet de ne pas trop ressentir le poids de ce nouveau crédit. Tout à fait, tout à fait. Néanmoins, un 100 000, un 150 000, 200 000, dépendamment que j'utilise, avec les taux qu'on connaît, parce que ce qu'on oublie, c'est que c'est un taux flottant, le taux de la marge de crédit. Tant qu'on ne l'a pas converti en segment hypothécaire pour geler, ben ce taux-là fluctue avec le taux, les augmentations de la Banque du Canada, comme on dit. Et on a tous connu la période de hausse après Covid. Donc, il y a eu une politique monétaire très restrictive
depuis 2021 quasiment, parce qu'on s'est rendu compte que quand on est sorti de Covid, l'économie est sortie en fait de manière dépareillée. C'est comme si on avait une balle qu'on mettait sous l'eau et une fois qu'on la relâche, elle rebondit. Donc ça crée une hyperinflation dans l'économie. Donc la Banque du Canada était obligée d'augmenter ses taux directeurs. Fait que toutes les personnes qui avaient poussé cet outil de crédit-là à fond, ben, ils voyaient des paiements d'intérêt qui étaient peut-être à 2, 3%, 4%, qui montent quasiment à du 8, 9, 10 et même 11. Donc c'est là où en fait la trappe commence à arriver. Et je peux vous dire que actuellement, selon les analyses que nous on reçoit dans les différentes banques, on voit que le taux d'endettement des ménages canadiens est vraiment à un niveau énorme qu'on n'a pas connu, ça faisait très longtemps. Donc c'est quelque chose quand même, je dirais, en plus du fait que des nouveaux arrivants ou une population immigrante arrivant au Canada qui utilise cet outil-là sans comprendre l'envers du décor, sans qu'ils se fassent bien expliquer. Mais quels sont les cas que tu as? Les gens qui ne parviennent plus à rembourser leurs dettes, ils sont surendettés, c'est quoi la réalité? Exact. J'ai eu des cas de clients qui étaient obligés de ce qu'on appelle downsizer leur maison. Ça veut dire qu'ils décident de vendre une propriété tout simplement parce qu'ils n'en ont plus les moyens de la soutenir et d'acheter une propriété plus basse, à un coût plus raisonnable, pour dégager de la trésorerie pour pouvoir fonctionner mensuellement. Ça, c'est des cas qu'on voit. Deuxième cas, c'est que les gens coupent en fait dans leurs objectifs de vie. C'est là où c'est terrible, Philippe. Parce que ce qu'on ne nous dit pas aussi, c'est qu'au Canada, au-delà du fait que tu as dû entendre que les salaires sont très élevés au Canada ici, oui, on a des salaires plus élevés, mais on ne dit pas aussi le taux d'imposition des ménages canadiens ici. Oui, il y a des outils d'optimisation fiscaux, mais à la fin de la journée, je te dirais que 2/3 de la richesse des ménages canadiens fait partie de la maison premièrement et leur régime de retraite. En tant qu'immigrant qui vient ici, qui dit que ben, j'ai un plan d'études, après 5 ans, 10 ans, je rentre chez moi, tu commences à travailler, ben, la majorité de ton argent que tu as va aller soit dans ton hypothèque ou dans ton régime de retraite. Est-ce que c'est l'objectif que tu avais? Au contraire, toi, tu veux de la liquidité mensuellement pour pouvoir générer en fait et épargner ou investir dans un projet en Afrique. C'est là où je disais en fait à ton équipe quand on parlait que le plus gros problème quand on vient au Canada, c'est de s'y tenir à sa ligne de conduite. Parce que beaucoup de gens arrivent avec les facilités du système, on a accès facilement au crédit. Oui, on a accès à plein d'opportunités professionnelles. Mais si on décide de vivre comme une personne qui vit ici, qui est né ici, un Québécois, un Canadien de souche, ben cette personne-là ne veut pas retourner quelque part parce qu'il est chez lui. C'est nous qui avons un projet de retour chez nous. C'est pourquoi je dis toujours le conseil que je peux donner à nous, notre génération, ou à la jeune qui arrive, c'est qu'on doit avoir un plan et s'y tenir. Et ce plan-là commence à se dire que les revenus de travail, dès que je commence à avoir un emploi, oui, j'aurai des opportunités de crédit, mais je dois l'utiliser de manière équilibrée. Donc, c'est là où est toute la nuance. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et je te propose qu'on fasse une deuxième partie. C'était juste une entrée en matière parce que j'ai beaucoup de sujets à développer, mais ces formats doivent durer 10-15 minutes et on y est quasiment déjà. Parfait. Mais je pense que les gens s'aperçoivent bien que quand tu sais de quoi tu parles, tu travailles dans l'univers de la banque. Exact. Tu es toi-même conseiller, planificateur financier. C'est quoi un planificateur financier pour les gens? Oui, un planificateur financier, c'est une personne qui a une formation pour toucher les 7 champs qu'on appelle la planification financière. On va aller toucher les placements, la retraite, la fiscalité, la succession, la planification successorale rendue à un certain moment, un peu de droit, donc on va dire les impacts en fait en cas de séparation. Donc c'est quoi sur les impacts du partage du patrimoine familial. On va aller toucher également tout ce qui est protection du patrimoine, donc les assurances vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie grave. En un mot, un planificateur financier va vous accompagner sur tout ce qui peut toucher à votre vie sur le plan financier. On vous accompagne. C'est vraiment une formation particulière centrée au Canada et c'est le plus haut niveau de diplôme qu'on peut obtenir dans la gestion des finances personnelles des particuliers ou des entreprises. Donc, on est certifié aussi certains planificateurs financiers en BOPS, ce qu'on appelle Business Owner Planification. Donc, c'est comment est-ce que des entreprises ou des entrepreneurs à succès qui ont travaillé 20-30 ans dans leur vie peuvent en fait faire le leg, en fait, quitter la compagnie. Donc ça, c'est un gros volet aussi d'accompagnement parce qu'on voit qu'avec les baby boomers, donc il y a vraiment un gros héritage en fait que les Canadiens vont recevoir dans les prochaines années. Donc ça, c'est un enjeu parce que la majorité des entrepreneurs, et c'est à dessein que je te confie ça, c'est que quand on bâtit une compagnie, c'est notre fierté.
on veut le léguer la plupart du temps à notre descendance. Mais le problème, c'est que souvent, nos enfants, ça arrive au moment où est-ce qu'ils ont les qualifications? Est-ce qu'ils ont l'intérêt de pouvoir reprendre la compagnie? Donc, nous, on va intervenir justement pour aider ces entreprises-là, ces propriétaires d'entreprises à penser justement à leur départ et comment aussi utiliser la compagnie pour vivre pour leur retraite. Parce que la majorité des entrepreneurs, ce qu'on ne dit pas, c'est que 80% de leur argent est stocké dans leur compagnie. Comment est-ce qu'on sort ça sur le plan fiscal? Donc, c'est un petit peu ça, en fait, en réalité, ce que peut faire un planificateur. Mais dans la hiérarchie, on a des conseillers financiers, on a les planificateurs financiers. Mais pour avoir accès à un planificateur financier dans une institution, il faut avoir quand même, il faut le dire, un certain actif investissable. Dans la majorité des institutions financières canadiennes, ça va tourner autour de 150 000 $ d'actifs à investir en cash qu'on peut placer. Donc, on est des spécialistes en placement. Mais également, on va aller regarder en fait pas seulement le montant, mais la complexité des dossiers. Donc, tout ce qui est planification de la retraite, départ, on va dire, prolongé. Donc, c'est toutes des choses qu'on va aller regarder pour protéger et avoir un plan financier en béton pour que le client puisse avoir un document d'une trentaine de pages, qu'on suit les objectifs et on l'accompagne au fur et à mesure. Un peu ce qu'on appelle, je pense en France, des gestionnaires de patrimoine. Mais même ça, j'ai regardé la formation, c'est pas totalement la même chose, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Mais oui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, on pourrait faire une autre série de vidéos. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Philippe. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il vous a mis le doute? Dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Peace.